Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à l'émission. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Guy Bernatchez, préfet de la Haute-Gaspésie. Bonjour. Bonjour Ariane. Alors, bienvenue parmi nous. Aujourd'hui, on a plein de sujets à saveur MRCN dont on va discuter. Alors, je vais commencer, entre autres, par parler de territoires non organisés avec vous. On sait que c'est une particularité, entre autres, là, à la MRC de la Haute-Gaspésie d'administrer des territoires non organisés. Je voyais que dernièrement, vous aviez adopté la politique MADA, donc municipalité amie des aînés dans les territoires non organisés. Euh, Quel est l'intérêt de le faire? Habituellement, c'est les municipalités là, qui le font. Effectivement, toutes les municipalités ont leur politique municipalité amie des aînés. Ici, en Haute-Gaspésie, dans la MRC, sur les TNO, on a une particularité, on a quand même une communauté qui pourrait être une municipalité qui est Cap-16. Alors, une communauté qui est avec une population très dynamique, qui est impliquée dans leur communauté, justement. Avec différents organismes. Puis aussi, il faut savoir qu'on a Saint-Joseph-des-Monts, à l'arrière-pays de Saint-Anne-des-Monts, puis Saint-Octave-l'Avenir dans l'arrière-pays de Cap-Chat. Mais bien sûr, la communauté de Cap-16 bénéficie d'une politique MADA là, qui est tout à fait normale là, dans notre réalité. Exactement. Donc, finalement, c'est parce que c'est comme une municipalité, mais qui relève de l'administration de la MRC. Oui. D'ailleurs, c'est particulier à la MRC de la Haute-Gaspésie que d'administrer comme ça des territoires non organisés. Qu'est-ce que ça implique de différent chez vous? Ça nous amène beaucoup de responsabilités, hein, qu'on pense seulement à la voirie, là, l'entretien des chemins, l'utilisation là des chemins souvent forestiers. Donc, au niveau des TNO, on est responsable de l'entretien de ceux-ci avec à la hauteur de nos moyens, bien entendu. Puis, on fait affaire aussi avec des organisations qui sont sur le territoire, comme Destination Chic-Choc ou le village Grandeur Nature à Saint-Octave. Puis Saint-Bernard-des-Lacs avec les villégiateurs dans l'arrière-pays de Cap-16 aussi. Donc, c'est assez particulier. Ça nous amène des bonnes responsabilités. Puis partout ailleurs sur le territoire, le TNO là, touche un peu par l'arrière-pays d'un peu toutes les municipalités du territoire. Alors, c'est quand même assez particulier ici parce qu'on a un TNO habité. Donc, ça nous amène beaucoup de responsabilités, effectivement. C'est ça exactement. Donc, ça fait de vous un peu comme une municipalité en plus d'être une MRC qui Oui, des administre. fois, tu sais, on fait des blagues un peu avec ça, mais je dis souvent, je suis le maire de Cap-16, si on veut. Mais comme élu, comme préfet, oui, on est responsable des TNO. Alors, avec la directrice générale ici, Madame Letourneau, bien, on essaie de faire en sorte que les gens de Cap-16 aient le même service que partout ailleurs en Haute-Gaspésie. Très bien. Donc maintenant, je vais revenir aux enjeux de la MRC. Je voyais depuis la fin de l'été qu'on sortait des portraits agricoles concernant le territoire de la Haute-Gaspésie. Excusez-moi, j'ai de la compagnie, mon chien à côté. Donc, c'est ça, je voyais qu'on sortait des portraits agricoles. C'est relativement nouveau qu'on développe l'agriculture en Haute-Gaspésie. Si on regarde le portrait des lieux il y a une dizaine d'années. Donc, dites-moi, qu'est-ce que ces enjeux-là représentent pour vous présentement? Bien, c'est sûr, certain qu'il y a une très belle effervescence au niveau de l'agriculture en Haute-Gaspésie. Là, on l'a vu ces dernières années avec du monde qui habitait déjà le territoire, puis les nouveaux arrivants. Donc, il y a eu un maillage, puis on le voit des activités là, publiques durant l'été, l'automne et même tout au long de l'année avec les produits régionaux. On est vraiment gâtés en Haute-Gaspésie avec les producteurs agricoles, maraîchers, entre autres. Puis, il faut savoir aussi qu'à la MRC, on a mis aussi l'accent là-dessus là, au fil des dernières années, des derniers mois. On a même engagé Monsieur Yannick Ouellette, là, qui est très connu dans le monde de l'alimentation, comme conseiller agroalimentaire au niveau de la MRC. Donc, ça nous donne encore un plus-value au niveau de la Haute-Gaspésie. Puis, on essaie d'encourager ça. Et puis, les capsules vidéo qui ont été faites, ben, c'était pour mettre en lumière là, ces producteurs-là là, qui font notre fierté au niveau de la MRC. Puis aussi, ça développe l'autonomie alimentaire, donc en lien avec Nourrir notre monde et d'autres organismes qui fait en sorte que la Haute-Gaspésie se démarque
comme MRC là, au Québec, je dirais. Ouais. Donc, c'est un créneau que vous voulez développer, un créneau économique, mais aussi, comme vous dites, là, un enjeu d'économie, en fait, d'autonomie alimentaire. Autonomie alimentaire, économie circulaire, des mots à la mode qui prennent de plus en plus de place. Puis on l'a vu avec la pandémie, de s'autosuffire, c'est vraiment un plus pour une région, une communauté. Donc, tisser serré comme la nôtre, c'est important pour nous à la MRC d'encourager ceci et de faire en sorte que ça continue dans les prochaines années. Très bien. Maintenant, je change de sujet complètement. On va y aller dans un sujet un peu plus corsé. C'était l'adoption du budget fin novembre à la MRC de la Haute-Gaspésie. Donc, un budget cette année qui est marqué par quoi exactement? Ben écoutez, on entend tous parler de l'inflation. Donc, on avait quand même des inquiétudes, on avait des enjeux majeurs à considérer lors de notre budget avec l'équipe en place, l'équipe administrative en place à la MRC. Puis, nous, comme MRC, on n'a pas un pouvoir de taxation. Donc, c'est avec les quotes-parts de chacune des municipalités qui font partie de la MRC qu'on fait notre budget. Puis, on a réussi à établir un budget avec une augmentation d'environ 3% en moyenne des quotes-parts des municipalités à la MRC. Donc, on est très satisfait de ça, compte tenu qu'on sait que l'IVC ou l'indice pour le coût de la vie a beaucoup monté dans les derniers mois, de même 5, 6, 7%. Donc, à 3% d'augmentation des quotes-parts, on est assez satisfait de ça. On a un budget qui est un peu plus de 9 millions de dollars. Puis il faut dire que pratiquement le tiers du budget est consacré à la gestion des matières résiduelles. Donc, c'est quelque chose, c'est un enjeu majeur pour nous qu'on essaie d'améliorer constamment. Puis on sait qu'on a la venue du bec brun qui est arrivé ces dernières semaines là, en Haute-Gaspésie, qui fait qu'on va améliorer nos pratiques de gestion des matières résiduelles. Donc, on travaille fort pour continuer à donner un bon service à notre population tout en faisant en sorte de pas trop augmenter justement le fardeau à nos citoyennes et citoyens de la Haute-Gaspésie. Exactement, parce que ce qu'on charge de plus aux municipalités, finalement, les municipalités vont aller le chercher aussi dans les taxes municipales. Tout ça est dans relié. La vente, là, c'est ça, tout ça est interrelié, effectivement. Mais est-ce que c'est une situation particulière à la Haute-Gaspésie que d'avoir un tiers de son budget consacré à la gestion des matières résiduelles? Ben, je dirais, c'est une situation particulière au territoire où il y a moins de population et plus grand. Donc, c'est les coûts de transport qui viennent chercher la part du gâteau là, au niveau de ces dépenses-là. Pour une population d'environ 11 000 habitants de les Capucins à Sainte-Madeleine, à Rivière-Madeleine. Alors, c'est sûr que le transport pour la récupération des matières résiduelles nous prend beaucoup de place dans le budget. Puis on sait qu'on fait affaire avec la Matanique, la ville de Matane, avec la plateforme de compostage, puis le site d'enfouissement. Donc, les coûts de transport sont élevés. On connaît les coûts de carburant qui augmentent toujours d'année en année. Donc, c'est pas facile là à gérer. Puis, comme un peu partout ailleurs aussi, on a des problèmes de main-d'œuvre. Puis, c'est tous des enjeux à lesquels il faut s'ajuster. Mais pour revenir à la particularité, bien sûr, c'est la grandeur du territoire versus la population là, qui fait ça coûte cher. Ah, parfait. Maintenant, si je vais dans des enjeux plus, plus généraux aussi, vous avez intégré le CLD à la MRC dernièrement? Ben oui, ça fait partie d'un exercice qu'on a commencé à faire suite au diagnostic organisationnel qu'on a eu au sein de la MRC il y a déjà plus d'un an. On a décidé au Conseil des maires d'intégrer le CLD dans la MRC. Donc, c'était un travail de longue haleine qui a été fait avec une firme qu'on avait engagée, la firme MNP. Donc, c'est certain que notre DG et notre directeur adjoint, Mme Maryse Tourneau, Monsieur Jean-Simon Vigneault, ont travaillé fort avec tous les employés de la MRC et du CLD pour intégrer le CLD à la MRC. Ça n'apportera pas de grands changements majeurs, mais bien sûr, il va y avoir beaucoup d'ajustements à apporter.
mais on demeure avec la même équipe de conseillers économiques qu'on avait au CLD qui vont intégrer la MRC. Ça va être comme avant, les services d'aide aux nouveaux arrivants, MADA, les services qu'on avait auparavant vont demeurer. Mais c'était dans un souci d'efficience, d'efficacité qu'on a fait cet exercice-là. Puis bien sûr aussi sauver quelques sous pour la gestion au lieu de gérer deux entités, ben ça va être une entité qui va devenir la MRC. Très bien. Maintenant, des enjeux sociaux aussi qui se sont réglés dernièrement chez vous. On parle entre autres de dentisterie, d'horaires d'ambulancier. Ça relève pas directement de la MRC, mais ça touchait l'ensemble de votre population. Donc, si vous avez un petit mot à dire sur le sujet. Ben, c'est la représentation politique, là. Tu sais, là, on tombe vraiment dans le nerf de la guerre comme représentation, comme moi, avec mon devoir de responsabilité au niveau de la préfecture, avec les maires en place, que je travaille sur différents dossiers municipaux, régionaux. Alors, tu sais, il y a des choses qui nous préoccupaient au fil des derniers mois. On en avait parlé lors de notre dernière entrevue, l'absence de dentistes en Haute-Gaspésie. Donc là, on a beaucoup avancé, on a fait un pas de géant avec la réouverture d'une clinique à Saint-Anne-des-Monts, en équipe avec le CI3S là, qui a pris ça en main. Puis on a des dentistes, des hygiénistes dentaires. Alors ça, c'est vraiment une excellente nouvelle. Puis au fur et à mesure que le temps va avancer, on va essayer d'améliorer et de vraiment bien installer ces services-là sur notre territoire. On savait les paramédics aussi qui avaient qui faisaient des moyens de pression en Haute-Gaspésie pour avoir améliorer leur horaire de travail, leur horaire de faction, horaire à l'heure. Ça a été annoncé par le ministre. C'est encore en train de se travailler, mais ça devrait être fait normalement pour durant l'année 2023. C'est sûr et certain que moi, je continue de travailler en équipe avec les maires en place, avec leurs enjeux, chacun leurs enjeux. Puis, comme préfet, ben, je suis là aussi pour faire la représentation politique, parler avec les hauts fonctionnaires, parler avec les députés, ministres, leur équipe pour faire avancer les dossiers, que ce soit au niveau social ou récréo-touristique, tous les dossiers, les enjeux là, qui préoccupent les maires, mairesses de la Haute-Gaspésie, mais je suis là pour les épauler à ce niveau-là. Exactement. D'ailleurs, un autre dossier pour lequel vous faites des représentations politiques, il s'agit de la protection du caribou en Haute-Gaspésie. Vous avez été assez actif dans ce dossier-là. Dites-moi un peu quelles sont vos actions là, des derniers mois. Bien, moi, j'ai eu la chance de me positionner là, au sein de la FQM, la Fédération québécoise des municipalités, où j'ai été élu comme administrateur au début de l'année 2022. Puis par la suite, j'ai été élu aussi président du Comité des communautés forestières du Québec. Donc, la protection du caribou, ça touche beaucoup de régions du Québec, donc Charlevoix, la Côte-Nord, Abitibi, Lac-Saint-Jean, puis la Gaspésie. Puis pour la Gaspésie, ben c'est sûr, certain que j'ai fait des représentations. J'ai eu la chance, justement, dans les derniers jours, de déjeuner lors de l'Assemblée des MRC de la FQM, de déjeuner avec la nouvelle ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Mme Maïté Blanchette-Bézina, à Québec, où je lui ai parlé de notre enjeu caribou, c'est particulièrement régional, parce qu'il va falloir voir les mesures de protection du caribou au niveau régional, car c'est différent, c'est très différent d'une région à l'autre. En Gaspésie, on a déjà le parc qui existe, qui a été créé pratiquement pour le caribou. Donc, il y a tout le territoire qui ceinture le parc, là, où il va y avoir sûrement des mesures qui vont être mises en place pour le protéger. Donc, on est là, nous, pour s'assurer qu'il n'y a pas trop d'impact social et économique. On n'est pas contre la vertu, bien entendu. Ça fait consensus au sein du Conseil des maires. On veut mettre tout en œuvre pour sauver une espèce aussi emblématique qu'est le caribou. Mais aussi, il faut penser à nous, les citoyennes et citoyens qui habitent le territoire. Donc, le social économique, que ce soit au niveau de l'aménagement forestier ou du récréotourisme, il faut faire en sorte de trouver des solutions win-win pour la protection du caribou, puis de continuer à pouvoir faire nos activités économiques aussi dans le parc de Gaspésie et sur le territoire qui est la ceinture ou même dans l'aire de répartition du caribou. On craint la cloche de verre, on craint des mesures répressives sur ces moteurs économiques-là. Donc, on travaille vraiment là, à dialoguer avec les
les personnes qui sont en poste pour prendre des décisions à venir à ce niveau-là. Donc, on demeure très, très vigilant par rapport à ça. Qu'est-ce qui vous fait craindre, par exemple, vous avez donné l'image d'une cloche de verre, qu'est-ce qui vous fait craindre qu'on pourrait dire on stoppe toutes les activités dans le secteur où se trouvent les caribous? Ben, écoutez, on a le parc de Gaspésie qui est quand même là un endroit très prisé par beaucoup de personnes, je dirais en Amérique du Nord, là, qu'on pense aux randonnées pédestres, au ski hors piste l'hiver. Tu sais, le parc et ses hauts sommets, là, ont vraiment une particularité qui fait c'est notre locomotive là, pour attirer des touristes dans notre coin de pays. Puis après ça, ben, ça se reflète un peu partout sur la grandeur du territoire. Je sais qu'il y a beaucoup d'entreprises qui pratiquent le ski hors piste le long de la côte, mais le parc de Gaspésie est vraiment la locomotive là pour attirer des milliers de touristes au fil des saisons en Haute-Gaspésie. Donc, c'est sûr certain que la cloche de verre, nous, ce qui nous fait peur, c'est que l'accès au territoire du parc et de ses environs soit restreint et qu'on ne puisse plus pratiquer certaines activités en récréotourisme sur ce territoire-là. Donc, nous, on croit qu'il y a moyen de continuer d'utiliser le territoire tout en protégeant le caribou. Puis on amène plein d'idées et de solutions aux fonctionnaires et décideurs en place. OK. Donc, dans le fond, ce que vous voulez, c'est plutôt un dialogue de façon à ce que les activités générales puissent continuer en même temps que les activités de protection. Absolument. Puis l'exemple aussi au niveau de la même chose au niveau de l'aménagement forestier. On sait qu'on a 3 usines de transformation de bois d'œuvre en Haute-Gaspésie, 2 à Cap-Chauy, une à Marsouilles. Donc, on tient à garder ces emplois-là, qui sont de beaux emplois pour la population ici. Donc, il y a moyen peut-être de faire en sorte de protéger les forêts matures dans l'aire de répartition du caribou autour du parc de la Gaspésie. Nous, on amène des solutions comme exemple les AIPL dans le vocabulaire forestier qui sont les aires intensives de production ligneuse. D'en faire plus, on demande au gouvernement d'investir encore plus fort dans la sylviculture et l'aménagement des jeunes forêts pour garder la même possibilité forestière. Donc, pour se donner le luxe de faire de nouvelles aires protégées pour le caribou, mais si on développe des AIPL ailleurs sur le territoire, ben on va avoir la même possibilité forestière. Donc, nos usines de transformation de bois d'œuvre n'auront pas de baisse de volume pour pouvoir continuer de bien fonctionner, de toujours avoir des bons emplois sur notre territoire. Donc, c'est tout des discussions qui ont lieu en ce moment avec le monde en place. Là, puis on fait en sorte que les mesures qui vont être mises en place, les mesures de protection pour le caribou, ne soient pas trop dommageables sur l'aspect social-économique de la Haute-Gaspésie, parce que faut pas perdre de vue que la MRC de la Haute-Gaspésie va être la MRC la plus touchée par les mesures qui vont être mises en place en Gaspésie. Puis moi, comme préfet, à la table des préfets, j'ai justement demandé aussi au regroupement des MRC. On est en train de faire un exercice qui va démontrer les résultats que ça pourrait avoir sur l'aspect économique de la Haute-Gaspésie si jamais les mesures de protection qui sont suggérées par la commissaire, parce qu'on a une commission là au niveau commission publique là, pour la protection du caribou. Donc, la commissaire, Mme Nancy Gélina, a émis des commentaires. Puis, nous, on fait une étude aussi si ces recommandations-là sont mises en place, qu'est-ce que ça va apporter à la Haute-Gaspésie. Donc, ça nous permet de bien se positionner puis de dire au gouvernement, si jamais que telle ou telle et telle mesure est mise en place, ben, on va avoir des compensations pour les différentes entreprises qui œuvrent dans le milieu récréotourisme ou aménagement forestier, qu'il y a de l'argent sur la table pour compenser aux mesures qui vont être mises en place pour la protection du caribou. Puis comme je l'ai dit souvent, la protection du caribou doit être un défi national, donc tant au niveau du Québec que du Canada. Donc, il faut que ce soit tout le gouvernement fédéral et provincial doivent participer. Puis c'est pas juste à la population de la MRC de la Haute-Gaspésie à payer, entre parenthèses, pour les mesures qui vont être mises en place, mais ça va être
au niveau de toute la communauté là, d'investir pour la protection de cette espèce emblématique. Donc, c'est ça. On est très vigilants pour la suite des choses à ce niveau-là. Exactement. Donc, la Haute-Gaspésie n'a pas les moyens de se priver ni de ses emplois, ni de ses caribous, en fait. Donc, C'est ça. Donc, il ça va faut devenir trouver l'enjeu de tous. Oui, donc il faut trouver vraiment là, il y a une ligne fine qui se situe entre les deux. Moi, je parle de mariage entre l'écologie et l'économie. Ça sonne drôle, mais il y a moyen de trouver des solutions gagnant-gagnant pour les deux, nos deux défis qui sont là. Très bien. Donc, ça va être un très gros dossier sur la table à suivre, assurément, là, au cours des prochains mois, prochaines années. Je vais conclure cette entrevue-là en parlant maintenant du plan de développement intégré des Chic-Chocs et de la Haute-Gaspésie qui est en cours de travail. Donc, dites-moi où on en est avec ce plan-là, puis à quoi il sert. Ben oui, c'est ça. On avait eu une belle annonce là, en 2022 là, pour un investissement de DEC Canada. Alors, de près d'un demi-million de dollars. On a commencé à monter notre plan avec des partenaires. On a un comité de partenaires, un comité de suivi. Ça va très bien avec notre firme, là, Grant Thornton, qui est là-dessus, Monsieur Denis Brisebois, pour ne pas le nommer, avec le Lièvre, le consultant Le Lièvre, Monsieur Gaétan Le Lièvre, et Pesca Environnement, avec Madame Marjolaine Castonguay. Donc, on est vraiment bien épaulé dans ce plan pour faire un plan de développement vraiment qui va plaire à toute la population. On a impliqué plein d'acteurs du milieu, de Capcha, de les Capucins à Sainte-Madeleine, à Rivière-Madeleine, des élus dans le récréotourisme, au niveau de l'hébergement, des activités, tout ce qui concerne le récréotourisme en Haute-Gaspésie. Donc, on a essayé d'impliquer le plus de monde possible, puis ça va vraiment très bien là, au niveau de la fabrication de ce plan-là, si je peux dire ça comme ça. Puis, on devrait avoir des résultats là, vraiment concrets au printemps 2023. Ça me fera plaisir à ce moment-là de vous en parler plus en détail. Qu'est-ce qu'on a pondu comme plan au niveau de l'AMRC, parce que l'AMRC est l'entité porteur de ce projet-là. Puis on travaille en équipe avec les gens d'un peu partout dans la SADC, entre autres, et de plein d'autres organisations là, dans notre milieu. Donc, j'imagine que l'idée, c'est de se donner des lignes directrices, en fait, comme un plan d'action pour les années à venir. Absolument. On s'enligne à un plan de développement pour les 10 prochaines années. Donc, nous, ce qu'on voudrait déposer, c'est d'avoir un document qui va donner des outils, justement, aux élus, quand ça viendra le temps de faire de la représentation politique. Mais si on arrive avec un beau petit document, avec un plan sur 10 ans, donc, on veut des investissements, exemple, de 100 millions de dollars pour les 10 prochaines années pour améliorer notre activité, nos offres, les infrastructures. Donc, ça va vraiment être un outil là, qui va devenir indispensable dans les prochaines années pour les élus qui seront en place pour faire la représentation, puis de bien développer notre territoire et de demeurer accueillant et à la fine pointe pour être aussi attractif, puis compétitif avec les autres régions du Québec qui font aussi beaucoup d'efforts pour améliorer leur offre touristique. Donc, nous, on a la chance d'avoir les beautés du paysage, hein, la mer, les montagnes. Donc, il faut les mettre en valeur, puis de continuer de travailler fort pour demeurer attractif pour le tourisme. Très bien. Donc, Guy Bernatchez, merci beaucoup pour ce vaste tour d'horizon de la MRC de la Haute-Gaspésie. On se dit à bientôt. Merci, à bientôt.